Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, voilà qui vient mettre fin à des mois de spéculation. Le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Une décision prise pour, je cite, transférer le pouvoir à une jeune génération. Cafouillage au sommet de l'État en Guinée-Bissau, investi président sans attendre la décision de la Cour suprême. Umaro Sissoko Embalo suscite l'inquiétude de la communauté internationale qui appelle au respect de l'ordre constitutionnel. Et puis publication des rapports 2017 et 2018 de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption du Sénégal. 138 saisines et 110 plaintes ont été enregistrées en 2017 contre 73 plaintes et dénonciations en 2018. Il avait pris un engagement, il s'y est finalement tenu. Le président ivoirien Alassane Ouattara ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020. L'annonce a été faite ce jeudi devant les 352 parlementaires réunis en congrès à Yamoussoukro. Ado, comme l'appellent affectueusement ses partisans, souhaite désormais transférer le pouvoir à une jeune génération. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Le président ivoirien Alassane Ouattara ne se représentera pas. Il a déclaré lors d'un congrès parlementaire ce jeudi 5 mars 2020 qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. L'annonce surprise du président met fin à des mois de spéculation. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du cadre. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Le président ivoirien a également fait le bilan de ses 9 années passées au pouvoir. Mais c'est sa décision de ne plus se représenter qui retient l'attention. La révision constitutionnelle pour laquelle il a tenu ce congrès vise justement à clarifier sa position. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Arrivé au pouvoir le 6 mai 2011, Alassane Ouattara a été réélu au premier tour de la présidentielle de 2015 avec 83,7% des voix. Son annonce a favorablement été accueillie par une large partie de la classe politique. Qui est le véritable président de la République en Guinée-Bissau? Eh bien, la question se pose alors que le pays fait face à une situation inédite. Umaro Sissoko Embalo, qui s'est auto-investi puis installé au palais présidentiel, est désavoué par la CEDEAO ainsi que par la France qui appelle au respect de l'ordre constitutionnel. Explication avec Aïssatou Diamanka Besland. La France appelle à la retenue et au respect du cadre juridique et de l'ordre constitutionnel. Elle rejoint ainsi la CEDEAO qui, dans un communiqué le 2 mars, a dénoncé la situation d'insécurité institutionnelle et politique que traverse la Guinée-Bissau. Alors, donc la position de la France sur la Guinée-Bissau aujourd'hui vient démontrer encore la grandeur que la France a à travers le monde, surtout un très grand connaisseur de la politique ouest-africaine, en demandant que la constitution bissau-guinéenne soit respectée. Donc, on réjouit encore de ça. On aurait aimé que le Portugal aussi, en tant que pays colonisateur, aurait pu se positionner d'une manière claire. Parce que quand on voit cette violation de la constitution de la République de Guinée-Bissau et que toute la communauté internationale est d'accord comme quoi c'est un gouvernement illégitime et qu'ils ne sont pas d'accord de la manière comment Umaro Sissoko a été investi, donc c'est une raison de plus pour que la communauté internationale rejoigne la position de la France pour pouvoir remettre Umaro Sissoko à sa place et revenir dans un droit constitutionnel de la République de Guinée-Bissau. Cependant, Umaro Sissoko Embalo garde le pied sur l'accélérateur. Il vient de présider son premier conseil des ministres ce mercredi 4 mars sur la question de l'immixtion de l'Union européenne et la position des députés européens dans le dossier électoral bissau-guinéen
le président autoproclamé dénonce une ingérence politique et une menace pour la démocratie. On ne fait pas partie de l'Union européenne. Nous sommes en Afrique. Nous sommes juste des partenaires. Des députés bissau-guinéens pourraient aussi écrire une lettre aux affaires politiques de l'Union africaine pour demander des sanctions contre membres de l'Union européenne. C'est hors de propos. La crise post-électorale s'enlise en Guinée-Bissau. La Cour suprême dont les membres doivent trancher le contentieux électoral est aujourd'hui contrôlée par l'armée. Une situation d'imbroglio politique s'installe désormais à la tête du pays. Relations toujours aussi tendues entre le Zimbabwe et les États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi sa décision de prolonger une nouvelle fois les sanctions contre ce pays d'Afrique de l'Est, dénonçant un manque de volonté politique pour le sortir de la crise. À cela s'ajoutent des accusations de meurtre extrajudiciaire et de viol commis par les forces de sécurité, des accusations jugées infondées par les autorités d'Harare. Notons que cela fait près de 20 ans que les États-Unis maintiennent ces sanctions contre le Zimbabwe. Une centaine de ses ressortissants et entités juridiques sont concernés. Dans l'actualité également, la stratégie de lutte contre la fraude et la corruption porte ses fruits au Sénégal. Les rapports 2017 et 2018 de l'OFNAC ont en effet mis à nu plusieurs structures. Au total, 138 saisines et 110 plaintes ont été enregistrées en 2017. Des plaintes qui épinglaient majoritairement des particuliers et des administrations publiques ou privées. On fait le point tout de suite avec Philomène Tina. À travers ces différentes plateformes, l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption du Sénégal, a reçu et enregistré 73 plaintes et dénonciations au titre de l'année 2018, 138 saisines et 110 plaintes en 2017. La fraude et la corruption, les litiges fonciers, le faux et l'usage de faux ont été les faits et infractions les plus dénoncés par les plaignants. Ces histoires au niveau de l'OFNAC, mais ça retarde le pays. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, le Sénégal est endetté à 8 000 milliards. Si ces fraudes n'existaient pas, si tout le monde payait ses impôts, si l'État faisait son travail de façon beaucoup plus correcte, les 3/4 de la dette n'auraient pas existé parce qu'on aurait levé assez d'impôts pour régler les problèmes du pays. Dans ces rapports 2017-2018, l'affaire Petro-Tim Sénégal, Timis Corporation et Cosmos Energy a fait l'objet de dénonciations relatives à des faits supposés de fraude et de corruption concernant le transfert et la vente d'actions. Un détournement de plus de 17 millions de francs CFA accuse le comité de gestion de SAMU municipal de Dakar. L'agence sénégalaise d'électrification rurale, elle, a été accusée d'une supposée corruption de 24 millions de francs CFA sur un marché public. Et la meilleure façon de faire participer le peuple à l'émergence, c'est de faire en sorte que le peuple ait confiance en vous. Il n'y a pas de suivi, même si on crée l'OFNAC, est-ce qu'il fait exactement son boulot? Entre toutes ces plaintes qui arrivent, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, on se retrouve où? Il faut vraiment que les gouvernants se rendent compte de ce que vit le peuple. Quand vous avez des salariés qui sont incapables, avec leur salaire, de tenir le niveau de vie d'un pays, mais c'est que l'État ne travaille pas. À noter que la stratégie efficace de lutte contre la fraude et la corruption mise en place par l'OFNAC et la prévention qui est essentiellement portée par son département prévention et celui de déclaration de patrimoine. Pendant des années, le sucre a fait rayonner l'économie kenyane, mais à présent, la production est au ralenti en raison d'un manque d'investissement pour réformer ce secteur désormais structurellement défaillant. Les autorités optent pour la privatisation. 5 sucrières sont concernées. Plus de précisions avec Thierry Ndassa. Le ministère kényan de l'Agriculture a réitéré l'engagement du gouvernement à privatiser 5 sucreries afin de les rendre plus efficaces. Le secrétariat du cabinet de l'Agriculture a déclaré que la privatisation de ces entreprises, connaissant des difficultés financières et de gestion, se fera à moyen terme, en droite ligne avec la stratégie nationale de transformation agricole. L'endettement cumulé de ces compagnies est évalué à 893 millions de dollars. Notre objectif en tant que gouvernement est de rendre les usines plus efficaces et de contribuer ainsi à la production de sucre dans le pays. Notre volonté est de réduire le gaspillage des ressources et ainsi améliorer la base de revenus des agriculteurs. Notre intention est de faire appel à des investisseurs stratégiques afin d'offrir de nouveaux styles de gestion et d'économiser des ressources substantielles au pays et aux agriculteurs.
La production de sucre au Kenya diminue rapidement en raison du coût élevé de production, des usines gouvernementales mal financées, des machines usées, de la baisse de la production de canne à sucre. Selon un rapport du Bureau national de la statistique du Kenya, le pays a produit plus de 485 000 tonnes de sucre en 2018 contre plus de 377 000 tonnes en 2017 et consomme 870 000 tonnes de sucre par an. Mais si la fiscalité et un manque d'encadrement, au moins à court terme, n'est pas octroyé aux entreprises sucrières, nous verrons immédiatement cette décision de privatisation comme un épée dans l'eau. La canne à sucre est l'une des principales cultures commerciales du Kenya avec le thé et le café. Un rapport stratégique du Kenya Sugar Board 2010-2014 révèle que l'industrie de la canne à sucre représente environ 15% de son PIB agricole. C'est un avenir radieux qui s'annonce pour le café africain. La hausse des superficies arables et surtout l'amélioration de sa qualité lui permettent de gagner plus de place sur le marché mondial. On note d'ailleurs une hausse de 10% des exportations de café au cours de la campagne 2019-2020. Amenedi. Depuis le démarrage de la campagne caféière 2019-2020, l'Afrique va vers une ascendance en matière d'exportation. Plus de 4,38 millions de sacs de café de 60 kilos ont été envoyés d'octobre 2019 à janvier 2020, pendant qu'au plan mondial, les exportations de café ont diminué de 5,8% sur les 4 premiers mois de la période. Ce qui coûte donc très cher, c'est non seulement l'armée des négociants qui s'enrichissent au dos des producteurs, mais aussi toute la partie infrastructure qui va transporter le café des bassins de production vers les ports d'exportation. Parce que le café est presque exclusivement exporté. Les producteurs africains, pour se démarquer des producteurs de masse, ont dû miser sur une valeur ajoutée de leurs produits afin d'en tirer de meilleurs revenus. Ainsi, le continent aura un grand rôle à jouer face à la consommation mondiale de café qui, d'ici 2030, devrait augmenter d'un tiers pour s'établir à près de 200 millions de sacs. Les négociants, les intermédiaires et aussi les conditions d'exportation, les routes qui sont mauvaises et les coûts du transport grèvent complètement le prix du café. À cela, vous ajoutez des taxes qui sont parfois démesurées et ce qui fait que les producteurs de café sont beaucoup plus pauvres du fait qu'ils ont au maximum 10% dans tout le prix du café qui est vendu dans le monde. Les pays africains producteurs de café ont rationalisé l'ensemble de la chaîne de valeur, de la préparation du terrain à l'exportation, augmentant la capacité du continent à faire face à une demande toujours croissante du café. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.